Notre invité du jour ce matin était déjà de note la semaine dernière. C'était pour nous parler des préparatifs de la grande conférence des gouverneurs, 5e édition. Elle s'est refermée hier seulement. Il est de retour sur ce plateau pour nous faire un peu le bilan. Il s'agit du président du comité d'organisation, M. Gundul Wikama. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va, vous allez bien? Ça va. Et les fatigues, comme on l'a dit? Bon, c'est vrai, hier j'ai senti un peu de fatigue parce qu'on avait fini tard, c'était à 0h. Et il fallait repartir à 9h pour faire les synthèses. J'ai senti honnêtement un peu de fatigue. En tout cas, on vous souhaite un bon repos parce que vous le méritez bien. Merci. Ça a été un pari tenu, la conférence des gouverneurs 5e édition. Globalement, est-ce que ça a été une réussite totale? Honnêtement, ça a été une réussite totale. Totale. Parce que vous l'aurez constaté dans la salle, c'était discipliné. Il n'y a aucun bruit. Et ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. En plus des interventions non prévues, nous avons eu à donner la parole aux maires, aux chefs de canton, aux représentants des conseillers du président de la République pour donner leur point de vue par rapport à cette conférence. C'était une réussite. Mais le temps a manqué. Les débats n'ont pas été intensifs du fait du temps. Oui. C'est peut-être, est-ce que c'est une fausse note? Mais généralement, les économistes disent toujours que le temps est le bien le plus rare. Oui. On n'aura jamais du temps pour finir quelque chose. C'est vrai. Et je tire chapeau. On vous dit félicitations, Monsieur le Président. Merci, je vous en prie. Moi, j'ai suivi quand même. Hein, merci, merci. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Merci. Parfait, tu voulais parler? Ça a été 3 jours d'intenses travaux. Oui. Est-ce que les autres éditions ont duré plus que ça pour revenir un peu sur le temps qui a manqué un peu? Non, non, il y a des fois où ça durait que 2 jours. Et c'est pourquoi nous avons voulu expérimenter avec 3 jours. Et là, on s'est rendu compte encore que le temps a manqué parce qu'il y a eu trop de communication. Il y avait eu au moins 10 ministres qui ont communiqué et 4 experts, 23 gouverneurs, un maire, un conseiller, représentant des forces de l'ordre. Si vous chronométrez, ça a été un peu beaucoup plus de communication. Et là, le temps des débats a manqué. C'est peut-être ça que j'ai dit, mais on est en train de le dire. Pourquoi ne pas aller à 4 jours? Et là, on aura vraiment le temps. Tout va être détendu. Au lieu de finir à 0h, comme on l'a fait dans la nuit du samedi au dimanche, on aurait dû arrêter à 18h pour reprendre le 3e, 4e jour. Donc voilà un peu peut-être ce qui s'est passé. D'accord. Globalement, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez dire, surtout quand on vous dit quel est le bilan que vous tracez de ces quelques jours de conférence? Bon, on fait généralement le bilan, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et comme nos objectifs ont été atteints, je dirais que le bilan à combien de pourcents? Bon, en tout cas, vous voyez les communications du Premier ministre, la communication du ministre d'État, communication du ministre en charge de l'administration du territoire. C'était des communications de mission. C'était vraiment direct. Quand le ministre d'État disait, Messieurs les gouverneurs, vous êtes les yeux du président de la République. Justement. Vous êtes les oreilles du président de la République. Vous êtes la bouche du président de la République. Il les renvoie à leurs responsabilités. Exactement. Et encore, il a dit, est-ce que le gouverneur est un commerçant? Non. Et il a répondu, non. Est-ce que le gouverneur est un agriculteur? Non. Et si le gouverneur fait déjà l'agriculture, il fait l'élevage, il fait le commerce, mais le pauvre commerçant, le pauvre agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre son produit à qui? Et c'est pourquoi nous disons, le gouverneur doit se garder de faire du commerce. Il est le représentant du chef de l'État, celui le père de sa province. Et c'est pourquoi il doit avoir une vision
globale, générale, sur sa province. D'accord. Et c'était là les missions que nos responsables ont données à nos gouverneurs. D'accord. Monsieur le Président, vu que vous entrez déjà un peu dans la ligne, on va essayer de rester là. Moi, j'ai retenu quelques phrases du Premier ministre qui disait que les gouverneurs étaient, il disait, excusez-moi du terme, comme les demi-dieux dans ces provinces. Et donc, il est rappelé quelque part à des attitudes qu'il fallait tenir aussi face à leur population. Par exemple, il revenait un peu sur l'habillement qu'il fallait revoir, et aussi les fréquentations. Il dit, il faut pas, il leur dit pas de ne pas recevoir des gens, parce que la proximité avec des gens, ça leur permet d'être plus en confiance, mais plutôt de ne pas aller dans tous les endroits. Il a utilisé, je pense, Macky. Mais même moi, quand j'allais pour installer les gouverneurs... Comment vous allez procéder pour cela? Moi, j'ai envie de comprendre. Non, déjà du point de vue vestimentaire. Mais non, au point de vue vestimentaire, en plus des vêtements que le gouverneur est tenu d'avoir personnellement, nous avons déjà prévu l'habillement des chefs des unités administratives. Donc il y aura au moins 3 tenues. Il va y avoir la tenue cérémoniale, la tenue de travail et en plus la tenue de sortie. Donc vous allez voir qu'avec comment dirais-je, des casques, là on va les distinguer directement des autres. Et ça ne va pas être non seulement les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Parce que le sous-préfet dans sa circonscription représente également le chef de l'État. Et là, nous l'avons toujours dit, il doit être le mieux habillé dans sa sous-préfecture, le mieux logé et le mieux nanti. Et c'est ça qu'il faut. Mais on n'aimerait pas voir un sous-préfet dans un débit de boisson dans sa circonscription. Non. Bon, quand il arrive en N'Djamena, c'est un tout. Personne ne sait que c'est un sous-préfet, il peut le faire. À mon avis, c'est ça ses missions. Mais il y avait des gouverneurs qui se permettaient, dans leur circonscription, de rester dans des alimentations. Qui se permettaient tout. Alors, c'est qui n'est pas normal. Non, ne pas se confondre à la population. Non, le gouverneur, en tout cas, à des moments, il doit se faire rare. Ah oui. Il doit se faire rare. C'est quand même la première autorité. Voilà. Et qui représente le chef de l'État. De surcroît. Qui plus est. Alors, Monsieur le Président, pour revenir un peu globalement sur les travaux qui se sont déroulés pendant cette 5e édition de la conférence des gouverneurs, quel état des lieux est-ce que les gouverneurs dans leur ensemble ont fait, surtout quant à l'épineuse question des conflits éleveurs-agriculteurs? Parce que très souvent, on les indexe, on les pointe du doigt, comme ils sont derrière certaines communautés qui se permettent tout et qui alimentent ces conflits-là. En tout cas, dans leur présentation, les gouverneurs ont d'abord présenté la carte de leur circonscription administrative, les atouts, les faiblesses, et ils ont fini par les suggestions. C'est vrai, le problème de conflit agriculteur-éleveur, on ne cessera jamais d'en parler. Vous voyez, ce qu'on a recherché, c'est qu'ils doivent accepter de vivre ensemble. Accepter de vivre ensemble, et quand on vit ensemble, quoi qu'il en soit, les problèmes vont surgir. Il peut y avoir des problèmes femmes-enfants, le problème entre hommes et hommes, le problème, disons, champs et puis bétail, et ainsi de suite. Maintenant, l'essentiel, c'est de se dire, comme nous avons accepté, vivre ensemble, et comme nous savons, quoi qu'il en soit, il va y avoir des problèmes. Mais si ce problème arrivait, comment nous allons les résoudre? C'est pourquoi nous disons, c'est d'encadrer et de faire en sorte que les acteurs eux-mêmes, qu'on nous dise concrètement, comme on ne veut pas la violence, et comme on est sûr qu'il va y avoir des problèmes, mais si cela arrive, nous allons le régler comment? L'éleveur va nous dire, voilà ma position. Si mes champs dévastent, je dois dédommager. Et l'agriculteur va dire, non, si les animaux viennent dévaster mon champ, je ne vais pas tuer, je vais demander juste qu'on me dédommage. Mais on va te dédommager comment? Donc c'est des règles qui peuvent, pour moi, varier d'une localité à autre. On ne peut jamais uniformiser ça. Les gens peuvent dire, aujourd'hui vous avez des éleveurs agriculteurs, des agriculteurs éleveurs. Prenez le Sud. Quel est cet agriculteur qui n'a pas une paire de bœufs? Aujourd'hui, vous prenez même les éleveurs
se sont plus ou moins sédentarisés. Ouais. Quel est cet éleveur qui n'a pas un petit champ de culture? Il est là et les bouviers peut-être vont faire paître les animaux. Donc l'essentiel, vraiment de inculquer que notre constitution nous permet de vivre ensemble. Et notre constitution nous dit, vous êtes libre de vous installer là où vous vous sentez gai, mais à condition de respecter les us et coutumes. Normalement. Vous voyez ça? Donc, si les Tchadiens sont sensibilisés et conscientisés dans ce sens, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Et là, le gouvernement l'a dit. Il a responsabilisé les autorités traditionnelles. Mais les autorités traditionnelles, c'est les chefs de village, c'est les chefs de féries, c'est les chefs de canton. Mais pour arriver au sultan ou au sous-préfet, c'est quand les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et là, nous avons dit, en son temps, il y avait quelques administrateurs qui s'y mixaient dedans. Parce qu'il y a des administrateurs qui demandaient d'aller là où il y a beaucoup d'éleveurs. Ouais. Parce qu'ils savent que quand tu es là et qu'il y a problème, ça peut te procurer un peu quelque chose. Ouais. Et là, nous sommes en train de voir ce qu'il y a lieu de faire. Vous voyez ça? Le ministre en charge de l'administration l'a dit. Même les interventions des gouverneurs et autres, cela lui a permis de voir qui est qui. Et après cela, s'il faut maintenant faire des propositions de nomination, il saura comment faire. Donc, l'état de lieu a été de taille et nous sommes satisfaits que, en ce moment, dans toutes les provinces, il y a quand même un calme relatif. Il y a un calme. D'accord. Alors, pour vous qui étiez aussi gouverneur et un grand commis de l'État, on a parlé de votre parcours à la précédente émission. Revenons un tout petit peu sur la particularité de cette dernière conférence qui intervient après le dialogue national inclusif. Il est question de mettre les résolutions en marche. Sur la forme de l'État qui avait vraiment fait l'objet des débats houleux, aujourd'hui que les gouverneurs se sont réunis, quel a été l'état de lieu par rapport à cette forme de l'État qu'on dit fortement décentralisée? Est-ce que des choses ont été dites dans ce sens? En tout cas, la conférence n'avait pas la vocation de parler directement de la forme de l'État. Parce que le dialogue l'a amplement discuté. Disons, voilà. Donc, ce qu'on recherche maintenant, le gouvernement, après le dialogue, s'est élaboré une feuille de route. Et cette feuille de route va nous conduire disons, au retour à l'ordre constitutionnel. Mais le retour à l'ordre constitutionnel, on retrouve là-dedans la forme de l'État. Vous vous souviendrez, il y a quelques semaines, le gouvernement a pris une ordonnance en mettant sur pied la CONAREC qui est chargée d'organiser le référendum constitutionnel. Ouais. C'est à partir de ce référendum qu'on parlera de la forme de l'État. Donc la mission qui a été donnée aux gouverneurs, c'est qu'eux-mêmes, ils vont être les présidents de cette CONAREC, chacun dans sa circonscription. Donc ils feront en sorte que ce qu'ils ont, l'enseignement qu'ils ont reçu, leur permettra d'aller à la base avec les préfets, les sous-préfets, les sultans, les chefs de canton, pour leur dire, le moment venu, le gouvernement, les partis politiques, les gens descendront sur le terrain. La population aura le choix entre la forme fortement décentralisée et la forme fédérale. Qui n'existe nulle part ailleurs, hein, la forme fortement décentralisée. Non, en fait, vous voyez, quand on dit fortement décentralisé, en fait, en un mot, c'est la décentralisation. Donc quand on dit fortement décentralisé, et moi j'ai dit toujours que la décentralisation est le petit frère de la fédération. Ah oui, ça c'est le petit frère de la fédération. Honnêtement, jusqu'aujourd'hui même, les pays les plus nantis, ils n'ont pas fini encore leur forme de l'État. Ils sont en train de se rechercher. Ouais. Et moi, je n'ai pas de parti pris. Nous avons amorcé la décentralisation. Oui. Même si ça n'a pas marché encore à 100%, oui. On s'habitue déjà petit à petit. C'est vrai, la forme fédérale. Les gens, ils demandent la fédération dans leur tête, c'est parce qu'on crie l'injustice.
Oui. Mais l'injustice. au fond, L'injustice, mais dans la tête de la population, il s'est dit que la fédération pourra résoudre le problème d'injustice. C'est ça. Alors là, c'est encore un autre point. Moi, j'ai dit que le problème d'injustice, c'est un problème de conscience. De volonté. Voilà, de volonté. Voilà, c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Pour le moment, nous ne pouvons rien dire. La parole sera donnée à chaque citoyen de s'exprimer sur la forme de l'État qu'il veut. Mais maintenant, est-ce que les gens pourront expliquer les avantages et les inconvénients de la fédération? Voilà, est-ce qu'ils soient capables de comprendre ça? Voilà. Et dans la tête de la population, la fédération, c'est la division. Justement, c'est ça. Il faut vraiment expliquer aux gens comment ça va se constituer après. Oui. Bon, après, vous verrez tout ça. Merci. Je retiens aussi une phrase d'un intervenant, je pense que c'est M. Loum. Il dit, donnez-nous les moyens et vous verrez les résultats. Vous pensez qu'il leur manque des moyens, les gouverneurs? Non, en tout cas, les moyens, il en manque toujours. Comme je venais de le dire, il en manque toujours. Si eux-mêmes, ils le disent, s'ils le crient, ça veut dire qu'il y a des demandes. Oui, en fait, le gouvernement a pris même l'engagement de mettre des moyens conséquents, vous voyez, au niveau des provinces, pour permettre aux gouverneurs de faire normalement leur travail. Tout à fait. Donc vous conviendrez avec moi, on a commencé. Déjà, tous les gouverneurs sont logés. Ils ont des logements. Oui. Ils ont des véhicules. Bon, maintenant, ce qui manque, certains gouverneurs n'ont pas de véhicules de liaison. Vous voyez ça? Parce que le véhicule de fonction de gouvernement, on ne voudrait pas le voir traîner. Mais quand il n'y a pas un véhicule de liaison, il va déposer sa femme au marché avec le véhicule de machin, les enfants, et ça ternit l'image, disons, de l'État. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il faut des moyens. Mais il y a aussi d'autres, quand il y a même des moyens et que intellectuellement, ou disons, tu n'as rien dans la tête, ça ne marchera jamais. On peut mettre autant de moyens, mais pour d'autres, ça ne changera pas. Il faut des hommes à leur place. Exactement. Voilà. On souhaite vivement qu'après cette conférence, qu'il y ait un changement au niveau aussi de ces gouverneurs, qu'on puisse aussi dire à haute intelligence, on est fiers de vous. C'est ce qu'on attend d'eux de toute façon. En tout cas, même nous, au niveau du ministère en charge de l'administration, nous l'avons dit, avec le ministre actuel, on a dit qu'on doit changer l'image de ce ministère de souveraineté. Qu'on dise au moins une fois que ce ministère fonctionne bien. Mais pour qu'il fonctionne bien, ça commence par nous-mêmes. C'est ça. Que l'autorité de l'État règne surtout. Monsieur Goundoul Vikama, merci d'être venu. Monsieur le Président, encore une fois de plus, félicitations. Merci ma fille. On attend des changements, mais des changements, on en a soif, mais vraiment. Donc c'était Goundoul Vikama qui nous a fait le bilan de la conférence des gouverneurs. Merci d'être venu. Je vous en prie. En passant, vous faites un coucou à tous les gouverneurs. Merci. Et qui nous écoutent aussi. Merci.